Diversité. Vous entendez ou pas? Belel Rishon Shel Pesach Gomri Ma'alel Betzibur Shulchan Aruch. Bene'ima. Ouais? Bene'ima. Bivracha. Techila. Vasof. Echen Belel Sheni Shel Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. En France, on fait également les 2 soirs le Hallel avec Bracha. Et dit le Rama. Mais Kolze. En anu noagim ken. Ken anu omrim balayla bet hakneset ha'Hallel klal. Ça, c'est donc le Rama. Machloket entre le Shulchan Aruch et le Rama. Donc, quand tu as le Beragola, il dit Ken minag asfaradim. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Moura? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'a pas expliqué pourquoi. Alors, voyons le Dirchou. Ah, ceux qui font comme le gras. Donc les Litaïm. Ouais, les Litaïm, ils aiment bien faire le gras, les Litaïm. Il y a les Ashkenazim et les Litaïm. Il dit comme ça, il dit. Ceux qui font comme le gras, le Igrod Moshe, qui est lui-même un lituanien, chez Noagim Omar al Elze. Ah, il dit, et le Rav Takuchinsky, c'est lui qui a il a fait un louar Shana pour les Minagim des Ashkenazim et tout, tous les Minagim en Eretz Israël. C'est un peu lui le Rav à l'origine de la fixation du Minag Ashkenaz en Israël. Il écrit le Rav Takuchinsky que Minag Eretz Israël, le Maralel Shalem Bivracha. Donc il est posé comme le gras. Aussi, Shesh Noagim Shelo Levarech ou Levakesh Mesh Atzibur Shotze Otam Birkato ou Kefi She Naag Arav Shmuel Salan Vichen Katava et Shel Avraham Shanachon Bazé She Echad Yevarev Echavnu Kulam Latzet Yedei Chova. Meidar Minag Achazonish Aya Lomro Bli Bracha. Donc le Chazonish lituanien, lui, il considérait que ne peut pas faire la bracha sur ce Hallel. Il y avait l'arabe de Bris, Nagam Birushalayim chez le Mar Hallel Ze Klal. Et donc les briskers à Jérusalem ne font pas du tout ce Hallel. Donc tu as toutes les opinions. Tu as les Sfaradim qui ont fait le Hallel avec bracha. Tu as le gras qui ont fait le Hallel et que c'est Cher Tzibour qui acquitte les autres de la bracha. Tu as le Chazonish qui ont fait le Hallel sans bracha. Et tu as les briskers qui ne font pas le Hallel. On parle que du grand Hallel. Oui, on ne fait pas le Hallel du tout. Après les briskers. C'est étonnant de faire le grand Hallel sans bracha. Aucun rapport. Non, on fait la bracha, c'est qu'on fait le petit. Si on fait le grand, on fait Aucun rapport. Aucun rapport. Tu dis quelque chose, une erreur. Pour les Ashkenazim, ils font tout le temps la bracha. Aucun rapport. Là, on parle des Ashkenazim. Hein. Oui. Ils font tout le temps la bracha. Même sur le petit, mais tu n'as pas remarqué qu'à Rosh Chodesh, ils font la bracha et qu'en France, les Marocains faisaient comme les Ashkenazim, ils faisaient même à Rosh Chodesh la bracha. Voilà, en France, on faisait le minag marocain, ici, on fait le minag de Beth Yosef. Ah ouais? Ouais, je me souviens. C'est qu'on arrive à ça. Non, c'est ceux qui font comme Rav Yosef, qui a effacé les minagim marocains. Hein. Ouais, okay. Encore une fois, ouais. Ah ouais, je crois qu'on dit comme on va dire. Rav va dire. Oh, Jérémy! Je suis, j'aurais mis une deuxième cravate. Comment ça va bien? Ah, t'as rajeuni? Ah, bah, ça va, c'est un plaisir de te voir. Tu vas bien? Tu veux aller manifester, tu t'es arrêté? David. Non, c'est une. Tu as eu l'impression que tu as évolué, ouais? Ah, je vais tout de suite au. Là, c'est pour après, c'est le sujet après. Là, c'est ça. Et quand maintenant tu es à la maison, le Corona, on avait eu la question, on est à la maison, on fait bracha ou pas le halal? Soir des Pessah, bien sûr. Donc si je me retrouve dans une synagogue de briskeurs, où ils ne font pas le halal du tout, alors je vais faire à la maison Be'eridout, dit le Birke Yosef, le Chida. Donc c'est vraiment un minag, pas uniquement du tzibour, c'est Chavim Omar et halal imbracha. Pas juste Noagim Batsibour, hein, c'est plus que ça. Comment? Même les synagogues ashkénazes, ils vont faire le halal. Je ne sais pas, je ne connais pas le minag à Natania, comment ils font.
On a vu la liste de tous les minagim. On va demander à Marco. Ouais, le Rama, s'ils font un minag Ashkenaz, ils font pas. Il y a des gens qui sont venus avec, il n'y a pas que les Marocains et les trucs. Il y a des gens qui sont ramenés en Israël avec leur minag, ouais. Le minag des ramatiques, ouais, c'est de ne pas faire le halal du tout. Et le bris, qui fait comme le minag du Rama. Mais c'est un hidouche, ce qu'il dit le gras. C'est-à-dire le gras, par rapport au minag, on va dire, du monde ashkénaze. Je pense que le problème du gras, c'est qu'il y a une tosefta, quoi. Ouais. C'est pas Stam un minag, Shulchan Aruch, il a bien aimé cette histoire. Il y a une tosefta, donc là, il ne rapporte pas les explications, mais j'aurais bien voulu voir le Darké Moshe. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on n'est pas bossé comme cette tosefta? Donc je répète. T'entends Aurel ou pas? T'as du mal à atterrir ce matin, Aurel. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, avion même. Ouais. Et donc, rien ne rentre, rien ne sort. Donc, on a dit donc le Hallel que nous faisons, nous les Sfaradim et certains des Ashkenazim, à Arvit, le premier soir de Pessah, il est en souvenir du Hallel. De quel Hallel, Julien? Mais non, ça c'est le Hallel qu'on va faire dans la Gada. C'est en souvenir de quel Hallel? Qui était réalisé sur le Korban de Pessah à partir de Chatzot. Chatzot, on est coincé, on n'est pas la CAE, etc. Donc on a le Hallel qu'on n'a pas pu faire à Chatzot. Alors ceux qui font, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça, parce qu'il a découvert, Jérémie, qu'il y a des gens qui font les matzot après Chatzot. Et Rev Pessah. Vous connaissez ce minag? C'est aussi un minag qui est rapporté par Shulchan Aruch. C'est un minag qui est rapporté par Shulchan Aruch. Comment il exprime Shulchan Aruch? Je ne me rappelle plus comment il le dit. Est-ce qu'il rapporte ça? Oui, il rapporte ça. Peut-être dans Tassa. Peut-être dans Tassa. C'est un peu compliqué pour faire ces matzot-là, puisqu'il y a déjà Issur Chametz, quoi. À partir de Chatzot, Issur Chametz d'Oraïta. Oui, alors comment il est Ben, il est fou. Il ne se trompe pas, c'est tout. Et quand il se trompe, il crame. Il y a Mister Chalumeau qui est avec eux. Il ne faut pas les goûter. Ouais. Qu'est-ce que je raconte? Mais qui c'est qui goûte les matzot? Tu sais qu'on peut être en contact avec la nourriture sans goûter, David. C'est un concept qu'il faut commencer à envisager. Moi, je sais. Proposer à ta famille. Donc, globalement, ces matzot-là, on les fait avec le halal aussi. C'est Zecher le Korban Pessah. Donc, il y a plein de Zecher en vérité à Pessah. Zecher du Korban Pessah, les Sfaradim font le halal à la synagogue le soir. Zecher le Korban Pessah, il y a un minag de faire les matzot après Chatzot. Et Rev Pessah avec le halal. Ouais. Zecher le Korban Pessah, on a la Fikoman. Voilà. Pas mal de Zecher le Korban Pessah. Très bien. Alors, on continue. On a dit. Alors, dans la Gada de Pessah, il y a un passage un peu compliqué. Aurel, viens à côté de moi, Aurel, viens. Viens à côté de moi, viens. Viens à côté de Jérémy. En face de. Je suis obligé de rester très proche de lui. Ouais, pourquoi il a un parfum captivant? Ouais. Ah, il y a une question, au moins il peut me sauver. Ouais, t'as peur de moi? Ouais. C'est le coup de tout d'attendre. J'ai l'habitude quand même de vos erreurs. Faut pas être angoissé. Ouais. Il s'est encore rien passé. Des années d'expérience d'erreur. Donc, on reprend. Donc, hier, on a commencé un petit peu à expliquer la Gada de Pessah. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer le texte. Dans le texte, on dit, donc après qu'on ait dit Manishtana, on dit Avadim Hainu, Nachon, on a expliqué le lien entre ces deux passages. En quoi le Avadim Hainu, il vient répondre aux questions de l'enfant. En vérité, ce n'est pas les questions de l'enfant. Manishtana, ce n'est pas les questions de l'enfant.
C'est les questions qu'on fait dire à l'enfant. Parce que s'ils avaient un gosse qui spontanément dit Manishtana, c'est qu'il il a appris ça à l'école. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle qu'un enfant il soit subjugué, interpellé, étonné, et pose des questions. Ah, pourquoi tu pousses le plateau plus loin, et pourquoi tu te laves les mains, tu ne manges pas des matzot, et pourquoi on commence par un apéritif, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Donc c'est ça les questions qu'on attend de lui. Et à Marogat Rishonim, quand il a posé une de ces questions-là, alors on est même quitte de Manishtana, puisque ça y est, on peut commencer la Haggadah dans la mesure où la Haggadah, il sera plus attentif quand maintenant il a préalablement posé des questions. Il est demandeur. Donc quelqu'un lui impose un message, alors bon, il attend que ça passe. Mais quand lui-même il a des questions, alors il va être plus attentif. Donc Tosfot il rapporte que Imu Sha'al, c'est pas tout, Mimanishtan. C'est une marloquette, donc nous dans tous les cas on dit Machina, on aime bien faire ça. C'est sympa, ça met de l'ambiance. La question de savoir c'est pourquoi on ne répond pas aux questions. Alors ça, on a expliqué hier, en quoi Avadi Maïnou répond aux questions de Mishnah. On a expliqué ça hier, Julien? On a fait ça, ouais? On n'est pas libre. Voilà, très bien. Ouais, on n'est pas arrivé au Prince Charles tout de suite, mais ça t'a marqué. Les faits divers, en été, ça te marque. Et donc ça, c'était le premier point qu'on a expliqué. Maintenant, quand tu regardes le texte même d'Avadi Maïnou, il y a un problème réel de compréhension, parce que si Adjourou n'est pas libéré, on serait encore Meshubadim, les paro Bemitzraim. Et ce n'est même pas une question moderne, c'est qu'à l'époque où la Haggadah a été écrite, alors ça peut être à l'époque des Géonim, eh bien, il n'y a déjà plus de pharaon en Égypte. Le dernier descendant de la lignée pharaonienne, c'est qui le dernier descendant? Dernier. La lignée. Dernier, la lignée. Après, c'était c'était Cléopâtre. D'accord? Cléopâtre, c'est la dernière. Elle s'est suicidée après ses déboires avec César, Antoine, je ne sais pas quoi. Et en fin de compte, pour pas tomber justement dans les mains de César, elle a donné fin à ses jours. Non, pas de César, de l'autre. Kitsour. Donc après, c'était des monarques plutôt d'origine romaine. Il n'y a plus de descendants de pharaons. Donc les Géonimes, c'est à peu près 400 ans après notre ère. C'est après, les Géonimes, c'est après la chute dans l'Empire romain. Donc Bichlal, il n'y a plus de paro, quoi. Parce que certains Rishonim disent ah, paro, lavzavka paro, c'est les rois là-bas, ils s'appelaient paro. C'est un titre. Il y a des Rishonim qui disent c'est un titre, paro. Comme tu dis tsar, c'est un titre. Tsar, c'est en souvenir de César, mais c'est un titre, c'est devenu un titre. Tu sais ou pas? Alors, paro, c'est-à-dire le roi, d'accord? Mais même, il dit le Abu Dharam, il dit même ça, je ne comprends pas. Parce qu'à l'époque où a été écrit la Haggadah, il n'y a même plus de roi qui s'appelle Paro. Donc tu peux dire, on aurait été encore assujetti à Paro en Égypte. Pas le Paro de l'époque, le Paro d'aujourd'hui, mais il n'y a plus. Elle n'est pas logique, sa question. Peut-être tu peux dire, j'ai pas compris la question, je préférais. Je n'ai pas compris sa question. Merci, d'accord, je suis prêt à écouter maintenant. Parce qu'on a vu que quand on est sorti même dans la Gemara Bafot, on a détruit le pays économiquement et tout. Il ne restait plus rien du pays. Non, ils vont petit à petit se remettre. Mais Pourquoi de là, historiquement, personne n'a dit historiquement que après qu'on soit sorti d'Égypte, il n'y a plus d'Égypte. La preuve, la Torah nous interdit de revenir en Égypte. Il existe encore ce pays et encore il exerce une certaine attraction sur nous puisqu'on n'a pas le droit d'y retourner et on voit que dans le désert, les Juifs disent viens, on retourne en Égypte. Donc c'est pas la bombe, on n'est pas Hiroshima là. Pas Hiroshima. C'est qu'on a réduit l'Égypte à l'ombre d'elle-même. C'est tout. Okay. Mais il reste encore ce pays-là, il reste encore des pyramides, elles ne sont pas encore sous le sable, les pyramides. Il reste encore. Mais c'est un pays comme les autres, ou inférieur aux autres, mais c'est encore un pays. Plus avec autant de force, quoi. Nachon, Azma, mais il reste encore un roi. Peut-être que si on était resté, alors ça aurait été pas comme ça, justement. Ah, Vadaïk, ça aurait pas été comme ça. C'est-à-dire Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Oui, d'accord. Il y a des Acharonim qui disent ça.
Il y a des Acharonim qui disent ça. Le seul problème, c'est quand tu étudies un peu d'histoire, ouais, alors tu aurais été étonné de voir qu'un empire, ouais, dure autant de temps. On aurait pu être étonné de voir, parce qu'en général, il y a toujours des décadences de tout empire. Ouais. Il y a des phénomènes de certains peuples qui se renforcent, etc., qui ne veulent plus. Razak, vous êtes très très fort. Il y a donc certains acharonim qui ont construit cette réflexion, on va dire, mystique, que tout ce que les empires se lèvent et tombent, c'est par rapport aux Juifs. Par rapport aux Juifs. Si maintenant on n'avait pas été libéré des Égyptiens, bah, les Égyptiens ne seraient pas tombés, ce serait resté le pouvoir absolu jusqu'à aujourd'hui. On aurait été encore à être assujettis à eux jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un regard mystique que les Rishonim n'envisagent pas. D'accord? Que les Rishonim n'envisagent pas. Zakou Baruch, une très belle idée que vous venez de dire. C'est ça que vous dites chaque année à Pessah? Sympa quand même. T'as aimé leur chat, Julien, ou pas? Très bon. Quoi? C'est qui dit ça? Attends. C'est des inconnus, mais je crois qu'il y en a un, il cite le Rav de Brisk, je crois. Dire quelle idée, je ne me rappelle plus. Donc moi, j'ai pas rapporté cette idée mystique, parce que j'avais d'autres choses à dire. Moi, on réconcilie ça et le fait qu'Hachem, il avait dit à Abraham 400 ans. Ah, ça, c'est une bonne question. Vous avez toutes les questions, en fin de compte. Il n'y a plus besoin d'acheter des livres. Hein. Je viens ici et je fais des économies. Ouais. Il dit, mais si Hachem, il a prévu, alors, comment on aurait pu être encore assujetti? Le monde serait revenu au tohu-vavohu, je sais pas quoi. C'est pas envisageable que Hachem ne libère pas les Juifs. Ouais. Alors, comment on répondait à cette question? Elle est moins compliquée, cette question. Excuse-moi, Jérémy, je t'aime beaucoup, mais elle est moins compliquée, cette question. C'est une bonne question, mais elle est moins compliquée. Comment vous répondez à cette question? Je n'entends pas bien. C'est le même genre. Comment? C'est le même. Ça veut dire quoi? Comme des juifs en gamme, en gros, finalement, on n'est pas si mal ici, il en reste. Non, mais c'est le projet que Hachem nous sorte de là-bas, ouais. C'est ça ta question, c'est le projet. C'est quoi ta question? Peut-être que je n'ai pas compris ta question. C'est quoi ta question? Parce que dans la Galaïe des Dimi, on serait resté jusqu'à aujourd'hui encore assujetti. Assujetti. Mais pourtant, Hachem, il a dit au bout de 400 ans de ça. Ouais. Non, on ne serait pas resté assujetti jusqu'à aujourd'hui. Comment vous répondez à cette question? On avait mérité de sortir, non? C'est même, regardez, quand il y a eu la faute qu'Hachem, il a voulu supprimer tout le peuple. Il y a des choses qui sont possibles d'imaginer que le peuple juif il peut ne plus exister du tout. Donc c'est la même chose. Là, peut-être qu'on a Tu dis peut-être qu'on était pire que prévu. C'est ça qui veut dire. On avait fauté plus que prévu. Par les Mekoubalim, même peut-être Charetouma, je sais pas quoi. On avait fauté plus que prévu. Et que vu ce qu'on est devenu, alors peut-être qu'Hachem il dit bon, ben là, ils ont déliré, on va prendre on va faire un autre projet avec un autre peuple, je sais pas quoi. C'est ça qui veut dire, Eli. Parce que sinon, il dit je comprends pas le veau d'or. Ceci, c'était prévu qu'on rentre en Eretz Israël, et ceci. Chaque fois, le programme, ouais. C'est une grande question philosophique en vérité. Il y a un programme qu'Hachem il a projeté d'emblée, ouais. Et à chaque fois, alors c'est quoi? C'est une mise en scène, il fait semblant Hachem. Je vais les détruire et tout. Ben, tu ne peux pas nous détruire. Moshe il aurait dû dire. Ouais, d'après Jérémie, tu ne peux pas détruire. De toute façon, je sais que tu ne peux pas détruire un projet. Attends. On va rentrer en Eretz Israël, truc. Attends. Bon, je vais faire semblant, on a peur et tout, mais bon, parce qu'on est filmé, mais sinon, ça n'a pas l'air d'être comme ça, quoi. Il a vraiment peur, Moshe, ouais. Il n'a pas l'évidence que nous, on a, tout va bien se passer, c'est prévu. Il a vraiment d'avoir peur, quoi. Hachem peut changer la vie. Hachem peut changer la vie. Non, pas par rapport à l'existence du peuple juif. C'est une promesse. Ben, c'est ça qu'on est en train de parler, David. Oui, donc c'est pas possible. Ben, pourquoi? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que Hachem peut changer la vie? Tout peut changer. La seule chose qui ne peut pas changer, je me rappelle, on avait fait le sujet, quand est-ce qu'Hachem ne peut pas changer? Un prophète. Un prophète.
quand Hachem il a dit à un prophète de dire une bonne prophétie, si maintenant elle ne se réalise pas, il est condamné à mort, le prophète. C'est le moyen, le Rambam dit, c'est le moyen par lequel on peut repérer les faux prophètes. C'est pas un dévoilement philosophique que quand Hachem il dit une bonne nouvelle, il ne peut pas changer d'avis. Non, c'est que par rapport au problème de prophètes et de faux prophètes, Hachem il dit quand maintenant un prophète viendra avec une bonne prophétie, je ne reviendrai pas sur cette prophétie. Parce que souvent les faux prophètes, c'est toujours les mecs positifs. Ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien et tout. On ne sera jamais balayé, pas besoin de faire tchouva, etc. Ça, les faux prophètes, c'est eux qui sont dans le sens du poil. Alors Hachem, il les neutralise. Mais sinon, que Hachem, il revienne d'une promesse. Je viens de vous rapporter la preuve de toutes les preuves. Ben, c'est que pourquoi Yaakov Avinu avait peur. Avant de sortir de chez Lavan, Hachem dit t'inquiète pas, je serai avec toi, je te protégerai et tout. Quelques psukim plus loin, on va dire il a eu très très peur à Yaakov. De quoi il a eu peur? Je le protège, c'est bon. Shragav. Et Chazan nous rapporté sur place par Rachid, si je ne m'abuse, Shema Yigrom Machet. Donc tout est possible en vérité. Tout est possible. Hachem il aurait pris un autre peuple. D'ailleurs, quand maintenant dans l'histoire du Vaudor que Hachem il a dit je vais refaire un autre peuple, etc. avec toi, Moshe, il marque le Rishonim. Est-ce que c'est la descendance de Moshe? Ouais. Il y en a qui disent non, pas possible. Attends, combien de temps on va mettre pour faire un peuple? C'est pas possible. On va prendre un autre peuple, ouais, sympa et tout, sympatoche, et c'est Moshe qui va les diriger. Et sur ça, Moshe, il a invoqué la miséricorde divine, et Hachem, il a accepté de reprendre l'âme Israël, verroulé. Et de là, on apprend aussi qu'à Yom Kippour, on fait les midotes de Rachamim pour annuler un certain décret. Mais si maintenant c'est un jeu, de toute façon, Hachem ne va pas détruire. On n'a rien appris des midotes de Rachamim. C'est un jeu, de toute façon. Il n'y a pas de décret. Il n'a rien annulé, Moshe. On voit bien qu'il a annulé quelque chose, Moshe. Donc tout est possible. Ouais. Maintenant qu'on a reçu la Torah, c'est différent. C'est écrit un Torah que le Yachlifenu, Vechoulé. Maintenant que c'est écrit, maintenant qu'on est devenu, qu'on a donc signé, tu peux aimer un appartement, il te le fait visiter, etc. Tant qu'on n'a pas fait le rosé, tout est possible. Hein. Tu peux parler dans le vide, etc. On peut toujours. Mais quand le rosé il est fait, le rosé il est fait. Tu ne veux pas le prendre cet appartement, c'est bien, revends-le. Revends-le. Voilà, ça. Tu as donné des avances, des trucs. C'est fini là, toi. Il y a un contrat. Matan Torah, c'est le contrat. Malasot. Matan Torah, c'est le contrat. Ouais. Alors on a le problème de Egal à Zahav. Donc il faut voir, c'est une question maintenant. Egal à Zahav, il est venu après Matan Torah. Ouais. Comment Hachem. Ouais, il n'était pas encore écrite la Torah. Hein. Elle n'était pas descendue encore. Ouais, il y avait des enseignements oraux de Moshe Rabbeinu et certains Rishonim disent que déjà toute la Torah depuis Bereshit jusqu'à donc la sortie d'Égypte est déjà écrite. Il y a plein d'opinions. Ouais. Mais la Torah définitive qu'on a reçue avec Moshe en rentrant en Eretz Israël, celle-là est écrit qu'Hachem ne nous abandonnera jamais. Ouais. Donc, il faut dire qu'au moment du Vaudor, on n'avait pas encore cette Torah intégrale qui avait affirmé le caractère irréversible de notre relation privilégiée avec Dieu. Très bien. On va loin. Maintenant, revenons à notre sujet. Donc, en tout cas, la question de Jérémie, elle est intéressante. J'ai vu certains qui évoquaient ce qu'il disait. Et à Élie aussi, c'est intéressant. Je vais vous donner des noms. Je ne sais pas si ça va vous faire quelque chose, mais bon, histoire de dire que. Voilà, là. Nishba. Ouais. Le Ritva, il le dit, hein, violemment, regardez. Le Ritva, il le dit. Il pose la question, il dit ah, mais Hachem, il a promis abri de Manetarim. Le Ritva. Ni plus ni moins. Sheim lo haya motzienu akadosh baruch hu mitzrayim ba'avur shvuato.
Lo haya oto ador raoui ligael. Si Hachem n'avait pas décidé d'accomplir sa joie, eh bien, cette génération n'était pas apte à être libérée. Lama, les fiches et l'amdou maaser es Mitzrayim. On s'est assimilé aux Égyptiens. Il y a eu un niveau d'assimilation dramatique. Mais quand chez nous mitarvim bahem, misham ve'ela, on serait mélangé avec eux. Et jamais, donc, on aurait pu, on serait, jamais on aurait pu arriver un jour à être apte à être libéré. Ce que j'ai l'impression, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'on remercie en quelque part Akadosh d'avoir accompli sa promesse. Parce que sans sa promesse, c'est notre idée qu'on a dit précédemment, hein. Sans sa promesse, on ne méritait pas d'être libéré. On ne méritait pas d'être libéré. Et par la suite, on aurait été encore pire, encore moins méritant. Donc on serait resté là-bas. Donc ça revient à dire que promis à Abraham et qu'il accomplit sa promesse, bien qu'on n'était pas méritant. D'accomplir une promesse pour quelqu'un qui n'est pas méritant, ouais. Il y a de quoi également vouloir le glorifier, le remercier, exprimer sa gratitude, quoi. C'est-à-dire, ah, t'as promis, mais t'as vu ce que je t'ai promis quelque chose et toi tu m'as promis aussi quelque chose. Une promesse, dans les deux sens, ouais. C'est quoi un brit? Un brit, c'est dans les deux sens, ouais. Tu te comportes comme ça, je me comporte comme ça. Ils n'étaient plus les fidèles descendants d'Avraham Avinu. Que Hachem ait décidé malgré tout d'accomplir sa promesse, ouais. On peut quand même en exprimer une certaine gratitude. C'est pour ça qu'on dirait dans la pardon de la Haggadah. Yafé meod. Yafé meod. Shomer avtachato bidiouk. Bidiouk. Comme maintenant, tu promets quelque chose à quelqu'un et l'autre, c'est plus le même quand il demande que tu accomplisses la promesse. Tu es obligé de le faire, c'est compliqué, quoi. C'est plus le même. Ils sont tombés beaucoup plus bas que prévu. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle l'esclavage n'a pas duré 400 ans, mais 210 ans. Et qu'Hachem, il a calculé depuis... C'est à l'origine, c'était 400 ans... Ouais, sur place. C'est un traloued, l'histoire de Yitzhak Avinu. La naissance d'Yitzhak. C'est quoi, c'est un traloued? Shalom. C'est que Hachem, dans sa miséricorde, il a fait un autre calcul. Et toujours différents calculs. C'est comme tu vois avec la reconstruction du Beth Amikdash. À quel moment? Alors, il y a toute une ambiguïté. Pourquoi Hachem n'a pas été clair? Parce que tous les calculs sont justes. Ça dépend après de la situation du Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette Géoula? Si c'est pour retomber plus bas, ça ne sert à rien. Donc Hachem, c'est pour ça l'omechashvim et taketz. Pourquoi on ne doit pas calculer la fin des temps? Parce que c'est toujours ambigu dans la mesure où ça correspond à un certain calcul, mais il y a plein d'options. C'est une équation avec plein de variables. C'est un système de 10 équations. Donc tu as plein de calculs, tu as plein de résultats possibles. Seul Dieu peut la résoudre. Donc ne calcule pas. Au lieu de calculer la date, ouais, calcule tes actes pour être apte à accélérer une des dates envisageables. C'est pour ça qu'il y a plein de midrashim, Nigalim et la baiser, Béchat Shmita, Bénissa, les trucs. Tout est vrai. C'est des moments qui sont adaptés à la Géoula. Après, comment Hachem va le faire? Ça dépend de nos mérites, de la situation dans laquelle on est plongé. Parce que quand tu vois la paracha de Shemot, on voit que l'Am Israël était arrivé à un moment de, comment on appelle ça, de destruction de leur dignité humaine, où ils arrivaient à un point de non-retour, et Hachem, ou Shamaet Na'akatam. Na'akatam, vous connaissez ce mot Na'akatam? On a l'impression que c'est un coup vicieux au karaté. Non, Na'akatam, c'est un cri qui témoigne d'un état d'agonie. C'est Hachem, il a entendu qu'ils sont sur le point de disparaître psychologiquement, et que même s'il va vouloir les délivrer plus tard, il n'y aura plus rien, quoi. Ils sont morts. Des fois, quelqu'un, comme on dit, il est passé de l'autre côté, quoi. Il est devenu fou, il est passé de l'autre côté. Il y a mal à saute. Rien de chomer, rien de cloum. Donc Hachem, il a dû hâter. Il a dû hâter. Hein? Déjà, c'était peut-être un petit peu trop tard, quoi, déjà, pour la génération, pour cette génération.
voit qu'après, dans le désert, ils vont. Razak, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Je comprends ce que tu dis. C'est intéressant parce que si on pousse l'idée que tu es en train de dire, je vais dire l'idée qu'il a dit Jérémy. J'aimerais pas rester trop longtemps sur ça, il faut qu'on finisse notre sujet d'Alaha. Mais il y a tout un problème. On voit que Hachem nous a libérés, mais qu'en vérité, on n'a pas été apte à devenir vraiment des hommes libres. On n'est pas devenus. On est resté. Cette première génération sont restés des esclaves. Ils n'avaient pas l'état d'esprit d'homme libre. Le Even Ezra, il exprime joliment. Aurel, qu'est-ce que t'as? T'es parti à un mariage hier soir? C'est vrai? Ah, bah c'est tout. Je croyais que tu n'avais pas être dans les cheveux et tout. Ouais? Ah, voilà, il y a des mariages tous les soirs, purée. Moi, je dis jamais, moi. Et ouais. Je reprends. C'est bon, Aurel? Ouais. T'aimes bien d'habitude la gada et tous les trucs à dire à table? Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire. Il n'était pas libre. Il n'était pas libre. Le Even Ezra dans Shemot Yud Dalet Yud Gimel, je l'ai vu hier, c'est pas que j'ai la mémoire, Chas Shalom. Donc Yud Dalet Yud Gimel, là-bas le Even Ezra, il demande comment ils ont paniqué devant les Égyptiens. Rappelle ce Even Ezra, il oublie rien. C'est angoissant. Ouais. Et Even Ezra dit comment ils ont paniqué, c'était 600 000 hommes, il y avait 600 chars. Fais le calcul, 1000 hommes sur un char, ça va quoi? On va se les faire. 1000 hommes par char. Oui, moi, On va se le faire, l'Égyptien. En plus, c'est facile de l'étrangler, il est que de profil, le mec. On va le tuer. On va le tuer, pourquoi? Alors, Even Ezra dit non, les esclaves, ils n'arrivent pas à lever la main, hein, c'est comme ça. Et il rajoute, le Even Ezra, autre preuve, il dit c'est quoi cette guerre contre Amalek? C'est un petit peuple, Amalek, devant 600 000 hommes. Ouais, il y a une petite garnison amalekite qui est venue, d'après le Even Ezra. C'est pas qu'on a vu, le passouk ne nous présente pas, tu vois, Chel Am Gadol. C'est pas présenté comme ça dans la Torah, ouais. Il n'y a pas un Dagesh qui a une grande armée qui est venue nous agresser. Ouais. Mais on n'a pas su se battre. Il dit le Even Ezra, s'il n'y a pas eu la prière de Moshe, alors on serait fait massacrer. On est des esclaves. Enfin, les esclaves. Et il dit, c'est pas par hasard les Even Ezra, que c'est leurs descendants qui sont en train d'Eretz Israël pour faire la guerre de conquête. Eux, ils n'étaient pas aptes. C'était pas apte. Donc le fait d'être. C'est quoi être des esclaves? Ouais. Aussi des fois pendant les vacances quand on était étudiant, on a fait le ménage. Ouais. Alors c'est quoi le problème? C'est quand tu es né esclave de parents esclaves. Tu n'as connu que ça, et eux ils ont connu que ça. Plusieurs générations, d'accord? Quand tu n'as connu que ça, alors tu te soumets à toute forme de pouvoir. D'accord? Alors qu'est-ce que Jérémy il a dit par rapport à ça? Rappelle-moi ce que tu as voulu dire avec ça. C'était un peu trop tard. Ah, un peu trop tard. Tu dis que que le fait qu'ils étaient libérés par Hachem à un moment où déjà ils avaient été bien abîmés, ça engendrait la suite des événements. Que dans le désert, la faute du veau d'or, donne-nous de l'eau, ouais, mais Riva, ouais, truc, et Korah, et Meraglim, et Bnot Moab, ouais, non, Bnot Moab c'est la nouvelle génération. Oubliez de notre Moab. Ouais, en tout cas, tout ce que je vous ai dit, c'est ils étaient encore attachés à la Vodazara. Parce que c'est quoi la Vodazara? La Vodazara, elle est intimement liée à leur destruction psychologique, du fait qu'ils ont été écrasés par les Égyptiens, qu'ils ont perdu leur dignité, qu'ils maintenant se sentent inférieurs, ils se sentent des sous-hommes, donc ils sont beaucoup plus facilement influençables par leurs tortionnaires. Donc ils ont pris leurs croyances. Ça va ensemble, quoi. Quelqu'un qui veut se battre contre la pensée, comment dirais-je, connu et reconnu, il a confiance en lui, il a des idéaux et il ne se laisse pas faire. Mais un esclave, il se laisse faire. Au niveau physique, au niveau du travail qu'il va rendre, au niveau aussi des croyances qu'il va ou pas partager. Il se laisse faire, quoi. Il est plus docile. Donc la Vodazara qui s'est bien intégré en eux et cet esprit de soumission qui s'est bien intégré en eux a généré les problèmes qui ont suivi et qui a donc retardé l'entrée en Eretz Israël. Donc Jérémie dit c'était même peut-être un peu trop tard. Parce que ça, on ne peut pas dire ça sur Hachem, que c'était trop tard. Ouais.
mais que on peut dire l'inverse, que Hachem, tant que c'était pas encore trop tard, il y avait le moyen toujours de revenir. Hein. Tant qu'on n'est pas arrivé à un point de non-retour, peut-être ils vont se ressaisir, peut-être ils vont se remuer. Hachem, il ne vient pas faire l'histoire. Il y a un libre arbitre quand même. Mais quand maintenant, par amour pour Abraham, il n'a pas voulu rompre sa promesse et qu'il a vu que le peuple descendant d'Abraham, Yitzhak et Jacob est en train d'arriver à un point de non-retour, Hachem dit je dois intervenir maintenant pour que ce peuple ne disparaisse pas. Mais du coup, comme maintenant on est tombé plus bas, plus vite que prévu, ça a généré des problèmes par la suite qui ont entraîné ce qui a entraîné. D'accord? Mais on voit ici, donc à l'origine, c'est une miséricorde divine. Tu n'es pas obligé maintenant de continuer le projet avec ce peuple-là, qui avait accéléré le processus plus vite que prévu. Donc nous, maintenant, l'enjeu de Avadim Aïnou, c'est quelque part une gratitude qu'on exprime. D'où je sais qu'Avadim Avinu, c'est avant tout une expression de gratitude. D'où je sais. Ce texte, on peut dire plein de choses de ce texte. Parce que dans la Gemara, je vais faire la Gemara, mais bon. La Gemara, elle nous dit, elle rapporte, je ne sais plus, je crois, le nom de Rava, je ne me rappelle plus, ou Abaye, je ne me rappelle plus c'est qui dit ça, que quelqu'un qui a dit, il avait raconté, à la Gada, ce Rav-là, cet Amora, que un esclave qui a souffert et qui est sorti de son esclavage rempli d'or et d'argent, est-ce qu'il ne devrait pas dire merci à celui qui l'a sorti? Donc il y a toute une image d'un esclave, pour qu'on réfléchisse, tiens, c'est intéressant et tout. On se plonge dans la peau de l'esclave, etc. Et la Gemara dit, ah, pataratanu, mi lomar avadimaenu. Donc on voit que quelque part, avadimaenu, il vient nous faire prendre conscience de là on accomplit, un fondement. Il y a quelques fondements qui sont écrits dans la Mishnah, La Mishnah nous rapporte la base de la Haggadah de Pessah. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué les Makot. Dans les Mishnah, il n'y a pas marqué Al-Armania. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué tout ce qui a marqué toute la première partie de la Haggadah. Nous, on commence juste Arami Avadovi. Mais il y a un des éléments qui est écrit dans la Mishnah, donc qui est fondamental, c'est Matrilim Begnut ou Mesaim Bejvar. D'accord? C'est la Mishnah dans Psachim. On doit commencer en relatant le caractère, comment dirais-je, peu glorieux de nos origines, et enchaîner sur le Jvar, ce que Hachem nous a prodigué. D'accord? Le contraste entre le rien que nous étions, et le surplus que Hachem a fait de nous. D'accord? Le contraste, c'est un contraste. Comment on accomplit ce contraste-là? Marloket Rav et Shmuel. L'un, il dit Avadim Aïnou, Hachem, Beat Razaka, l'a fait sortir. D'accord? Et l'autre, il dit, je crois que c'est Rav, l'autre, c'est Shmuel, et l'autre, c'est Rav qui dit non, Mitrila Ovde Avodazara, Ayu Avotenu, Vekiravnu à Makom, Kiraftanu à Makom. Ouais? Donc, il y a de Marloquette, est-ce que maintenant, pour montrer le contraste entre ce que nous étions, rien, et ce qu'Hachem a fait de nous, la crème de la crème, est-ce qu'on regarde l'événement égyptien uniquement? Alors, on doit raconter la sortie d'Égypte, Donc dans ça, on va parler, on était à Vadim, Hachem, il nous a pris, pas Stam, mais Atrazaka, Bezroa Netouya, d'accord? Pour faire de nous son peuple. Sur le Gnout ou le Jvar? Sur les deux, pour faire le contraste. Plus sur le Gnout ou plus sur le Jvar? Non, j'entends ce que tu dis, mais le pirouche officiel, les Rishonim, c'est est-ce que maintenant on doit parler d'un Gnout et d'un Jvar qu'il y a à la sortie d'Égypte, parce que Mitrila Ovde Avodazara Ayu Avotenu, c'était rare, c'est l'Okachour avec le Sipour. Mais Rav, ce qu'il dit, c'est que puisqu'il y a un enjeu de mettre l'accent, à montrer que même Avram Avinu, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu si Hachem ne l'avait pas sorti du monde idolâtre dans lequel il était plongé. Hachem l'a sorti du monde idolâtre. Hachem ne l'a pas sorti de l'idolâtrie. Hachem l'a sorti du monde idolâtre. Ouais. Tu n'étais pas là pour le jour de l'Echlecha alors? Toi, tu n'oublies rien. Ouais.
Lech Lecha, on avait expliqué, tu te rappelles, Julien, ou pas, c'est quoi le Lech Lecha? C'est un grand yesod, ça. Des années que je répète, comme un petit vieux, la même idée. Lech Lecha, c'est important. C'est que j'ai illustré mon développement avec un Zohar, ouais, qu'il y a marqué, le Zohar, il dit l'air me'atzmutra, hein, les gadel et atzmecha. On voit que le Lech Lecha, c'est Hachem sort Avram Avinu, hein, de là où il était pour qu'il devienne lui-même. Lech Lecha. Avant, il n'était pas lui-même. Avant. Et avec ça, j'avais répondu à la question des Rishonim, du Ramban, du Ben Ezra. Pourquoi on ne raconte pas toutes les bonnes actions qu'a fait Abraham avant le Lech Lecha? Pourquoi on ne raconte pas toutes les bonnes actions qu'Abraham a fait? Il s'est jeté dans la fournaise. C'est pas écrit dans la Torah. Ouais, il a cassé les... Quand même, c'est important pour le peuple juif qui s'est jeté dans le feu pendant des siècles et qu'on détruit de la Vodazara. On a besoin d'inspirer de la Torah, d'exemples de nos ancêtres. Ça aurait été quand même intéressant de le voir écrit dans la Torah. Ça nous donne des motivations. Moi, l'histoire de Yosef, Tzadik et tout, qui a lutté contre Arayot, quand tu as cette histoire, ça peut te donner des forces. Chas Shalom, si quelqu'un est plongé dans une épreuve, Chas Shalom, comparable, tu as l'histoire de Yosef, ça te... Ah, je suis un descendant de Yosef, je ne vais pas me comporter comme un chien. Alors, tu vois, Avram Avinu qui se bat contre la Vodazara, ça aurait été quand même source de motivation réelle. Pourquoi la Torah nous l'a caché, ça? C'est beau. On dit l'air les rangs, on ne sait pas c'est qui celui-là. C'est qui ce Avram? Je ne sais pas c'est qui. Et pourtant, Midrashim, on dit c'est pas n'importe qui. Alors pourquoi la Torah n'en parle pas? Tu vois, quand Hachem, il parle à Noach pour lui demander de construire la Teva, il dit voilà, Ish Tzadik, ouais, j'ai trouvé un homme Tzadik dans cette génération. Et donc, on justifie le choix de Noach. D'Avraham, c'est pas justifié. Elle est bonne la question, non? Alors justement, c'est-à-dire, Avraham Avinu, ouais, pour l'instant, il n'était pas grand-chose. C'était un anti, pas avec le N, un anti-Avodazara. Comme Noir, quoi. Il y avait d'autres mecs qui étaient anti-Avodazara. Il y avait Shem, Ever, Noir, ouais. Pas tout le monde faisait Avodazara. Il y avait quelques idéalistes qui avaient reconnu la bêtise de ce système-là. Donc lui, il luttait contre la bêtise. Mais qu'est-ce qu'il proposait? Rien. C'est ce que le Midrash nous a dit, qu'il a vu une maison avec de la lumière dedans. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vit dans cette maison-là. Il y a de la lumière. Donc il a vu le Olam. C'est pas possible, il n'y a pas quelqu'un qui a créé ce monde-là. Il a bien été créé, c'est pas possible. Mais il ne savait pas c'était quoi. Donc il était, ouais, nous on voit Avraham Avinu sur un Hamor, mais il était sur un lama, en vérité. Il vivait dans le lama. Pourquoi si, pourquoi ça? Il n'avait pas de réponse vraiment, Avraham Avinu. Il savait que le monde dans lequel il vivait était faux. Non, rien. Rien. Il avait tout perdu. On voit, tu vois, il a regardé. Et le Midrash qui dit, tout ça, c'est des Midrashim, moi. Il a dit, ah, peut-être Dieu, c'est le soleil. Il a vu, ah non, la nuit, il n'y a pas de soleil. Après, mais lui, il n'avait pas. Non, il était complètement, il était terrassé par la Vodazara. Bah, disons que, d'après certains Midrashim, Terrar, c'était le ministre de la Vodazara, de Nimrod, qui était le avodazariste number one. Donc, il est grandi dans une famille spéciale, quoi. C'est un peu comme Moshe qui a grandi chez Paro, quoi. Le même parallèle, tu vois. Il a grandi chez Terrar. Il y a certains Midrashim qui disent que Terrar l'a dénoncé à Nimrod, ouais. Terrar l'a dénoncé. Pas des petits Midrashim. Genre Midrash Rabbah, il a dénoncé, quoi. Après, il a regretté. Donc, il l'a pris, il a fui avec lui. Il a marqué que Terrar, il a fait tchouva. David, je te remercie, David, d'être venu. Une réflexion, vous n'avez pas, j'ai pas noté, j'aurais voulu noter la réponse. Vous avez dit, si vous n'avez pas sorti, on serait encore esclave, et il n'y a plus de pharaon, il n'y a plus de... Aurel, il t'appellera tout à l'heure pour faire le résumé. Voilà. Vous allez le dire. Hein? Vous allez le dire, Là, écoute. Ah, bon. On entend parfois, c'est cyclique. Ouais. Donc, je vous parle d'Avraham Avinu, là, et donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que le fait de s'opposer au mal, c'est bien. Ce qu'on appelle sourmera. Mais ce n'est pas Avraham Avinu.
C'est quoi la guématria de Abraham? Hein? Rachi rapporte. 248. Donc Abraham Avinu incarne les mitzvot assez. Non pas, si c'était 365, ça va. C'est la retenue. Je suis contre ça, je suis contre ça, je suis contre ça. Ça suffit pas d'être contre quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Un mec, maintenant, qui mange pas de cochon, qui truc, etc., mais ni il étudie la Torah, ni il va prier. Bon, alors, c'est un bon goy. C'est un bon goy. Un juif se détermine par c'est ça. Le Rama me dit le chelek le lama, c'est par rapport au mitzvot assez, pas les mitzvot l'otassé. L'otassé, c'est une retenue, mais tu n'as rien fait de ta vie. C'est une construction, les mitzvot assez. Abraham Avinu, il représente cette construction. C'est Abraham Ohavi, c'est celui qui recherche une relation. Le lotassé n'a aucune relation avec Hachem. Lotassé, il n'y a aucune relation avec Hachem. C'est une retenue. C'est dans l'acte qu'on développe une relation. C'est comme le mec, il dit à sa femme, pourquoi tu fais la tronche et tout, je t'ai jamais trompé, je t'ai jamais frappé, je t'ai jamais... mais tu n'as jamais ouvert de cadeau, tu m'as jamais parlé gentiment. La relation se crée par des actes et non pas par des retenues. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Abraham, il incarne cela. Mais ça, c'est après que Hachem l'a appelé. Après qu'Hachem lui a montré la voie. Après qu'il est sorti de sa guerre stérile. Il y a une guerre stérile contre la Vodazara. Il n'arrivait pas à découvrir ce qui était en lui parce qu'il était tout le temps en train de lutter contre les influences. Il l'a mis dans un pays, en Eretz Canaan, qui a 7 peuples, voire même 10. Ouais. Et donc, il y a différentes influences. Et donc, il n'est plus à se battre contre l'influence parce que ça va dans tous les sens. Avant, il y avait une idée monolithique qui s'appelait la Vodazara. Alors, il luttait contre cette idée-là. Mais là, en Eretz Canaan, c'est déjà une autre culture, un autre truc. Donc, on voit que dans la Torah, il était établi entre les villes, pas dans la ville. Il ne se mélange plus avec eux, il n'est plus en train de se battre contre eux, c'est plus son problème. Il se cherche, il se construit, il se rapproche d'Hachem. Sans le Lech Lecha, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Il serait resté un anti-Avodazara, qui est un peu comme l'Avodazara, parce qu'il n'y a rien, quoi. C'est stérile. Il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Et on ne serait pas devenu le peuple de Dieu. Parce que les descendants de Shem, Ve'ever et Noah, ça n'a rien donné. Vous comprenez ou pas? Donc on commence par le Gnaï, que ce qu'on n'était pas, est-ce qu'Hachem il a fait de nous, ou qui rêve au Tanou. Donc le Rav, quand il rapporte ce matrimégnage, alors les Rishonim nous disent on est possède comme les deux. On met Avadim Aïnou pour répondre à la question de l'enfant, et avant de commencer la Gada, on rapporte Mitrila Ovde Avodazara. On est possède comme les deux. Vous suivez ou pas? Le Abu Dharam il dit ça, le Ritva il dit ça. Ouais, on est possède comme les deux. Après, il y a des différentes nuances, c'est-à-dire quoi qu'on est possède comme les deux, c'est un sujet à développer. Mais en tout cas, l'idée, elle est que, est-ce qu'on regarde maintenant l'événement égyptien? Donc, c'est Avadim Aïnou, Hachem nous a libérés. Ou bien non, de manière générale, c'est-à-dire on dépend plus grandement d'Hachem que ce que tu crois. Ça commence avant l'Égypte, Bichlal. Ça commence avant l'Égypte. Notre gratitude, elle commence avant l'Égypte. Parce que tu pourrais dire, bon, on descend d'un tzaddik, Avram Avinu, et Hachem, il a promis à ce tzaddik-là. Bon, c'est relatif, ce qu'on doit à Hachem, quelque part. Quand tu dis Avadim Aïnou, tu dis, c'est relatif, notre gratitude envers Hachem. Parce que ça commence par Avram Avinu, qui était un tzaddik. Il dira, non, même Avram Avinu, il ne serait pas devenu ce qui est devenu, il n'y aurait pas eu Brit Ben Amétarim si Hachem ne l'avait pas appelé. Vous comprenez un peu? Ça augmente la dépendance à Hachem encore plus grande. Et le besoin d'exprimer notre gratitude. Tout commence d'Hachem. Même la dimension spirituelle d'Abraham Avinu commence d'Hachem. Donc ça n'a pas commencé depuis l'Égypte. Je ne suis pas sûr que c'est évident pour tout le monde, Elie. Non? Voilà, quand tu lis l'histoire, il y a Abraham, c'est un tzaddik, il y a une Brit Ben Amétarim, et Hachem, il a accompli sa promesse, et de ça, Jérémie, il a fait une question, tellement c'est pas évident. Non, il a dit, de toute façon, il y a une promesse, Hachem devait le faire. Ils sont tous de Jacob, on descend tous de... C'est-à-dire, il y a eu un cheminement. L'histoire, elle n'a pas commencé. Non, d'accord, mais je ne parle pas de l'histoire. Je parle maintenant de notre gratitude envers Hachem. On pourrait dire, non, Abraham Avinu, il a ses mérites, et a été choisi parce qu'il était méritant. La Torah ne veut pas parler de ses mérites. C'est un anti-Avodazara comme un autre. Hachem l'a pris pour faire de lui quelque chose. Et donc, ça répond à la question de Jérémie aussi. Ça répond à la question de Jérémie. Ah, mais il y avait une promesse. Encore on est reconnaissant envers Hachem. Et la promesse, elle a pu se mettre en place parce que Hachem a pris Avraham Avinu, il l'a élevé au niveau qu'il puisse être apte à recevoir une telle promesse. Donc, la notion de gratitude, elle existe. On a besoin de Rav pour comprendre la notion de gratitude. Que Mitrila Ovde Avodazara. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, la marque de Rabou Shmuel, c'est Shmuel dit, je suis d'accord avec toi,
Mais ce soir, on parle de la sortie d'Égypte. Et Rav dit, oui, mais ça sert de ne pas parler de cet événement-là, parce qu'on ne comprend pas comment on est arrivé à cette gratitude. Tu prends une partie de l'épisode. Faut tout regarder depuis le début pour comprendre combien on doit exprimer notre gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez l'idée ou pas? C'est compliqué comme sujet. Notre gratitude le jour, c'est pas un sujet simple, parce que le Tosfot Rid, j'ai vu cette année, j'étais content de le voir. Depuis des années, je dis cette phrase-là, mais de moi-même. Et j'ai eu le Tosfot Rid sur la Gala de Pessah, qui dit, mais Fourage, pourquoi on est reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu? C'est lui qui nous a mis en Égypte, c'est lui qui nous a sortis. Vous savez cette question, non? Où Irni, sur notre si. Tosfot Rid, il demande. J'ai rien compris à sa réponse, mais j'ai bien aimé sa question. Bon, alors je ne vais pas répondre à ça maintenant, parce que. Bah si, je vais faire ça. On faut pas manger avant la tefila, faut manger avant la tefila. Allez, viens, on finit notre sujet. Là, Julien, il a l'impression d'être venu pour rien. Ouais. Faut que je me garde Julien quand on n'est pas.